Hello à tous, bienvenue dans le podcast du jour dont le thème sera qu'est-ce qui se passe quand on commence à sortir de l'urgence? Un thème qui me semble relativement approprié et parfaitement d'actualité, comme d'hab j'ai envie de dire. Mais je voulais surtout parler d'un retour d'expérience par rapport à des choses que je fais depuis environ 6 mois et dont j'ai vu les effets assez rapidement, de manière assez à la fois subtile, profonde, durable et assez incroyable, j'aime pas trop dire ce mot, mais qui m'ont beaucoup marqué. Et j'ai l'impression que ce retour d'expérience pourra certainement servir à pas mal d'entre vous qui écouteront cet épisode. En tous les cas, je l'espère que ça puisse vous apporter un soulagement particulier par rapport à ce que certains peut-être peuvent vivre. Donc avant de passer au petit reminder que j'ai depuis à peu près 6 mois, depuis septembre 2025. Là, on est au printemps 2026 quand j'enregistre ce podcast. J'avais envie, de faire un récap assez rapide sur qui je suis, parce que je ne sais même pas si je me suis présentée de cette manière-là dans mes podcasts et que je suis en train d'avoir une vibe un peu différente. Non pas pour raconter ma vie, mais pour vraiment remettre le contexte pour que vous puissiez aussi éventuellement vous identifier ou pas à certaines choses. C'est quand même assez important quand on fait du retour d'expérience. Donc moi, un petit récap sur qui je suis. J'ai un terrain depuis l'enfance où je suis quelqu'un d'extrêmement adaptable aux autres, aux besoins des autres, au regard des autres, etc. En astrologie, pour ceux que ça pourrait aider, je suis poisson, ascendant scorpion avec lune en poisson. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de profondeur et d'autodestruction, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Donc, faut naviguer avec toute cette eau. J'ai pas mal de placements en Capricorne qui m'aident beaucoup, sans rentrer dans les détails parce que ça n'est pas le sujet ou quoi. Et en design humain, je suis donc manifesteur émotionnel 1-3 avec la croix du rulership. On en reviendra après par rapport à ça. Par rapport à comment j'ai vécu mon adolescence, ça a été très très compliqué. J'ai une adolescence énormément dans le rejet, avec beaucoup de rejets massifs dans plusieurs collèges et lycées. J'ai eu beaucoup de refoulement de qui je suis, beaucoup de peurs héritées, on sait, les parents, le transgénérationnel, etc., un peu comme tout le monde. Mais il y avait quand même pas mal d'insécurité par rapport aux finances, à la matière, etc. Beaucoup de non-dits aussi dans la famille, pas autant que d'autres, clairement, je pense pas être issu d'une famille où ça a été l'immense catastrophe, etc. Mais il y en a quand même eu à leur manière. Beaucoup de notions d'hyper-contrôle. Je le dis maintenant, je vais pas faire un gros poids dessus, mais je préfère le dire pour que même ceux qui disent non, je suis pas dans le contrôle, juste vous y songiez un petit peu, parce que le contrôle peut prendre des formes extrêmement différentes et beaucoup plus sournoises que juste j'ai besoin de contrôler ça. Donc cette notion d'hyper-contrôle pour me protéger, qui est beaucoup passée par le figement et la dissociation, pour ceux qui sont un peu dans la régulation du système nerveux, c'est-à-dire vraiment une énorme distance depuis mes émotions, un énorme contrôle de mes émotions et une énorme rationalisation de mes émotions en essayant de ne pas trop les ressentir, difficile avec toute l'eau que j'ai dans mon astrologie. By the way. Il y avait des peurs matérielles massives aussi, j'ai le canal 2145 en design humain, plus matériel que lui c'est un peu compliqué. Il y a eu aussi des risques de faillite où il y a un membre de ma famille qui a failli mourir assez jeune, où j'ai beaucoup somatisé, qui aurait pu mettre en péril en fait beaucoup de choses dans la survie de ma famille, donc ça a été un peu compliqué à gérer. Je suis quelqu'un de très introverti, vraiment très introverti, je vais pas facilement vers les gens, j'ai pas envie en plus de ça. Donc ça, j'ai beaucoup de profondeur, que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, c'est très récent la profondeur que j'ai. Ainsi que des expériences qui sont allées assez loin, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est pas le sujet. Il y a aussi un énorme terrain anxieux, avec beaucoup de mentalisation, énorme des processus, des émotions. Beaucoup de recherche de réassurance par la théorie avec ma ligne 1. Beaucoup de travail sur moi depuis l'âge de mes 11 ans, pas que depuis 11 ans, depuis l'âge de mes 11 ans, donc genre je me suis pas découverte médium orienté au développement personnel il y a 3 ans. Non, je suis pas trop de cette came-là, ok ? Et pendant très longtemps aussi, ça s'est apaisé que depuis quelques années, je n'arrivais absolument pas à concevoir qu'on puisse avoir une vie à la fois dans la matière et à la fois dans la spiritualité. Ok ? C'était très compliqué pour moi. Et pour revenir à des choses un peu plus récentes, je me suis formée au design humain depuis 2020, voilà c'est ça, en Theta Healing et à la régulation du système nerveux. Je ne suis absolument pas trop informée,
Voilà, je n'ai pas de formation certifiante, mais j'apprends beaucoup et j'expérimente surtout encore plus. J'ai essayé de faire court, mais c'est pour replacer le terrain de qui je suis et par rapport à mon contexte de vie. Pourquoi je suis allée dans ce suivi avec cette personne-là, parce que ça va partir d'un suivi thérapeutique, clairement. Posons les choses vraies ici. J'ai une situation en immobilier, parce que j'ai investi en immobilier depuis 2016, même un peu avant pour mes résidences principales, mais depuis 2017, j'ai investi dans le locatif. J'ai un appartement parmi les quelques-uns que j'ai pu avoir qui est en gros bordel depuis fin 2018, donc ça fait plus de 7 ans maintenant, qui est dans une situation de péril. Je vous épargne la complexité, mais c'est une situation qui est extrêmement problématique, qui dure depuis très longtemps, qui me met limite en danger financier depuis aussi assez longtemps, qui m'a amené à prendre des décisions qui n'étaient absolument pas en accord avec ce que je voulais de ma vie, pendant plusieurs années, donc c'était pas évident. Et là, avant de commencer cette thérapie, je suis vraiment arrivée à un point de saturation tel que l'été 2025, ça a été un été absolument affreux. Vraiment, j'ai eu des pics de stress comme rarement j'en ai eu et je les ai très mal gérés. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à les gérer. Ça m'a vraiment beaucoup dépassé, d'où le fait aussi que je suis beaucoup moins apparue sur les réseaux depuis à peu près cette période-là parce que je n'avais absolument plus l'énergie du tout d'être présente. Donc, cette situation en immobilier, pour faire très court et très simple, j'ai essayé de la résoudre par énormément de solutions, que ce soit matériel, que ce soit ésotérique, énergétique, enfin, j'ai un peu tout testé, par l'hypercontrôle, par les prises de décision, par les recherches de professionnels vrais, hein, j'ai pas fait que du perché, j'ai fait aussi beaucoup d'actes dans la matière, ça ne passe pas, bref, très compliqué. Donc, j'ai trouvé ce thérapeute sur Marseille, parce que je suis sur Marseille, et pour une fois, j'avais aussi besoin de présentiel, et d'aborder les choses différemment. Donc je suis allée le voir, cette personne, vraiment par rapport à cette situation principalement immobilière, parce que c'est ce qui me flingue ma vie en fait depuis des années, même si le choix des mots est super important, mais c'est ce qui m'entrave quand même pas mal ma vie depuis des années, et qui est très problématique. Donc je suis arrivée vraiment désemparée, avec plus trop d'outils, de solutions sous la main en fait. Et je vais pas parler de chaque séance que j'ai eue parce qu'il y en a quand même eu pas mal. Mais si je dézoome sur ce qu'il s'est passé, sur ce qui a été travaillé, c'est quelque chose que j'observe aussi maintenant chez beaucoup de personnes, parce que comme d'hab, c'est quand on sort la tête de l'eau, quand on lève la tête du guidon, que on se rend bien compte de comment on fonctionne, de comment aussi l'entourage fonctionne et de comment est constitué notre environnement. De fait, on peut mieux aussi y réagir de manière plus saine. Et un des points principaux qui n'était pas forcément la demande initiale de quand je suis allée voir cette personne, c'est pour moi la sortie de l'état d'urgence. La sortie de la croyance de l'urgence. Je vais la développer un peu ici, parce que ça peut paraître abstrait quand on l'aborde comme ça, mais je pense qu'on est énormément, beaucoup plus qu'on ne pense, concerné par cette situation, par cette croyance, par ce pattern de l'urgence qui nous pollue et qui nous masque, nous qui on est dans notre identité énormément et dont on ne se rend plus forcément compte. La notion d'urgence, je suis pas allée chercher sur ChatGPT parce que je voulais pas, ChatGPT ou une autre, hein, je voulais pas qu'on me structure trop ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que c'est un petit peu en mode freestyle et c'est surtout du très personnel, mais comment moi je l'identifie, comment je la décris. J'ai pas le mot qui me vient, bref. La notion d'urgence, c'est pour moi quasi commun à quasiment 100% des personnes, peut-être pas 100, mais au moins 95% des personnes qui nous entourent dans nos sociétés modernes, rapides, ultra connectées, plutôt occidentales, européennes, capitalistes, voilà. Alors pas pour jeter la pierre aux capitalistes, on va se détendre, c'est absolument pas le débat ici. Mais dans ces sociétés qui nous amènent encore plus à être déconnectés de nous et de la nature, et de notre fonctionnement correct de base. Et je parle d'un point de vue individuel, pas forcément collectif ou tribal dans le sens tribu d'être humain, mais vraiment dans notre fonctionnement à nous, ok ? Cette notion, elle est très insidieuse. Elle est, pour le coup, constante. En fait,
c'est vraiment déjà un pattern collectif, parce qu'on est tous dans cette notion d'urgence. Oui, mais non, Gomard. Si, on te demande d'être à telle heure au boulot, il faut que tu... Enfin, tout est une notion d'urgence dans notre société telle qu'elle est conçue aujourd'hui, dans laquelle on a, pour l'immense majorité, été élevé. Il faut se dépêcher pour faire ci, il faut se dépêcher pour faire ça, il faut pas perdre de temps, nanana. La notion de temps, elle est extrêmement compressée. Et ce qui nous fait rentrer dans le FOMO, clairement, dans t'as pas le droit de te reposer, même si ça commence à peine à changer maintenant. La notion de repos, c'est pas forcément le sujet ici, mais voilà. Et c'est aussi une croyance, vu qu'on vit dans une société qui nous inclut, qui nous insuffle plutôt cette manière de vivre dans l'urgence permanente. Je dois me dépêcher d'atterrir, je dois me dépêcher de prendre le métro, je dois me dépêcher d'aller au coiffeur, je dois me dépêcher de refaire ma valise, de la défaire, de repartir directement après. J'ai à peine le temps de respirer en vrai. Et je suis dans une notion d'urgence constante, ainsi que dans toutes mes hormones de stress de manière constante aussi. Autre sujet, autre débat. C'est pour dire que cette notion, elle est présente. Donc déjà, on a le pattern collectif qui nous baigne dedans, qu'on le veuille ou non, sauf si on est un peu ermite du pattern collectif. Et en croyance. Parce que tout ça, ça infuse. Et quand ça infuse, ça va dans le subconscient. Voilà. Donc ce qui est du pattern collectif, forcément, s'infuse en nous et devient une norme. C'est normal de se dépêcher, c'est normal de ne pas prendre de temps, c'est normal de ne pas prendre de repos, c'est normal de mal voir le repos. Bref, autour de tout ça. Cette notion d'urgence, elle teinte nos vies et nos décisions. Encore une fois, on peut se dire oui, bah ça va, c'est la norme. Vous voulez vraiment. Il serait peut-être temps de se poser la question de est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ? Voilà, parce que j'ai pas envie d'entrer trop dans un truc culpabilisant. Mais même moi, je suis encore dedans, si je fais pas attention. Enfin, on y est tous. Après, il faut vivre avec la société, etc. Mais est-ce qu'on veut que la majorité de nos décisions soient prises dans l'urgence ? Tout le temps, en permanence. Parce qu'on voit bien que des fois, ça nous sert, mais là, quand même, la grande majorité du temps, ça peut nous desservir. Et on décide de rester dans ça. Ok ? La notion d'urgence, elle teinte nos vies, nos décisions, nos entre guillemets traumas, nos réactions, nos réponses, nos inconforts et aussi et surtout nos conflits avec nous et avec les autres. Typiquement, ton corps commence à te dire que tu as besoin de repos, tu forces, tu vas workout, tu travailles encore sur ce truc, tard le soir, tu as besoin de repos, tu vas à la salle, tu vas à fond. Notion d'urgence aussi qui teinte les décisions, parce qu'il faut avoir le summer body, parce que le ci, parce que le... Donc tout ça, ça vient des croyances qui sont imprégnées dans le subconscient, dans la boîte noire invisible, et donc, évidemment, non quantifiable concrètement. C'est pour ça que j'essaie de décrire au mieux pour que ça semble un petit peu moins abstrait. Donc, j'ai fait un peu le récap de qui je suis, pourquoi je suis allée voir ce thérapeute, qu'est-ce que pour moi, vaguement et très succinctement, ce qu'est la notion d'urgence, qu'est-ce que ça peut amener. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que ça peut amener comme inconfort. Moi, je vais vous parler de, après ces 6 mois de suivi, qu'est-ce que j'ai pu constater chez moi, en sachant que je suis quelqu'un dans l'hypercontrôle, que je suis particulièrement anxieuse, que j'ai développé beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais parce que je suis un peu maladroite et j'ai quand même à cœur d'être intègre, cohérente et transparente. Donc ça enlève quand même beaucoup de schémas de manipulation. Mais voilà, j'ai quand même ce terrain anxieux, hyper contrôle, hyper adaptable. Et hyper dans l'urgence aussi, parce que il faut quand même savoir que j'ai vécu pendant au moins, je pense, 30 ans, avec vraiment cette croyance absolue que il faut que je fasse, sinon, si je meurs, je veux pas regretter. Donc il faut que je fasse vite, absolument, vite, très vite. Pour que si je meurs demain, en plus je suis infirmière de métier, donc on sait que voilà, ça peut arriver encore plus facilement que voilà. C'est assez obsessionnel. Hein. Pendant très longtemps, j'ai été drivée par cette peur-là, hein, avec toutes les conséquences que ça amène derrière. Bref. Qu'est-ce que j'ai pu constater donc après ces quelques mois de suivi ? Déjà, plus de discernement sur ma vie, ma vision, mes projets, mon stress, mon anxiété. Et puis on dit ouais, discernement. Je mets au défi beaucoup de gens d'être très au clair sur leur discernement. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je dis plus de discernement. Ok, revenons aussi là où j'en suis. Plus de discernement.
Sur ma vie, quel aspect elle a? Parce que là, en toute franchise, ça fait 1 an que j'apparais beaucoup moins sur les réseaux, sur mon compte, que j'échange beaucoup moins, que beaucoup de choses se sont ralenties dans ma vie. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans ma vie, mais c'est beaucoup moins urgent qu'avant, ma vie. Passé un temps, mon emploi du temps était chronométré. Genre, il était chronométré. À chaque heure de chaque jour, que je travaille ou que je ne travaille pas, j'avais quelque chose à faire. Je me rappelle cette époque, c'était avant que je quitte Marseille en 2019. Tout était chronométré. Quand je voulais voir mes potes, c'était dans 3 semaines, et puis de tel créneau à tel créneau. C'était vraiment ça. Donc là, aujourd'hui, ma vie n'a plus du tout cet aspect-là. Plus du tout. Donc c'est un peu se confronter déjà au pattern collectif, où plus tu as une vie remplie, plus tu es valorisé. Voilà, ça c'est la psychologie des réseaux sociaux. Donc plus de discernement sur ma vie, ça m'a amené à pas mal de réflexions sur si ma vie est moins remplie, est-ce que ça a de la valeur? Ça aussi, je vais peut-être parler aussi des questionnements que ça m'a amené et qui m'ont fait relativiser. Sur la vision, aujourd'hui, je le développerai peut-être un petit peu plus tard, il y a pas mal de choses qui se sont effondrées, des visions ou des projections que j'avais pour ma vie qui se sont effondrées d'année en année, avec cet immobilier éclaté au sol là. Je vais pas l'insulter parce que je suis sur un podcast, mais voilà, toute la vision que j'avais en partant d'immobilier, elle s'est effondrée complètement. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus aucun plan. Aucun. Même là, voir à 3 mois, ça me semble très loin pour moi. Même à voir demain, c'est compliqué. Je vais développer un petit peu après, mais il y a un gros lâcher-prise sur le contrôle et le besoin de réassurance. Par l'extérieur, par le remplissage, par l'absence de vide. Je pense que ça parlera à certains. Mes projets, n'en parlons pas. Là, je suis un petit peu dans une phase d'attente par rapport à une procédure, en plus juridique, qui a été lancée, donc je prévois pas grand-chose pour pouvoir réagir au mieux, pour le moment, et j'ai aussi demandé une période de repos, donc j'en profite. Plus de discernement par rapport à mon stress et mon anxiété. Ça, pour le coup, c'est une conséquence collatérale à laquelle je ne m'attendais pas du tout, du moins pas du tout à ce point. Plus de discernement sur l'anxiété, c'est-à-dire que là, j'arrive beaucoup mieux à voir ce qui est de l'anxiété de ce qui est du ressenti réel. Et ça, pour les personnes qui ont une tendance anxieuse, même dans la dynamique anxieux-évitant, les évitants, vous êtes anxieux. Voilà. Sorry, not sorry. Autre sujet, autre débat. Donc, prendre du recul par rapport à ce qui est de l'anxiété, par rapport à un vrai ressenti, à un gut feeling ou une intuition de il y a un truc qui va se passer mais on ne sait pas quoi. Mais vu que je ne sais pas quoi, j'attends avant de stresser, tu vois. Versus l'anxiété qui te prend, on sait, ça part du bassin, ça prend tout le... On n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à se positionner, après ça prend la cervelle, ça te donne l'impression que ton cerveau est comprimé, on sait, voilà, ça, et ça par contre, j'arrive à avoir beaucoup plus de discernement et beaucoup plus de recul, je le vois beaucoup plus vite arriver, sans passer non plus par des exercices 8 millions de régulation du système nerveux, pour ceux qui sont peut-être dedans. Je fais pas... j'en ai fait beaucoup, j'en fais beaucoup moins maintenant, parce que, en fait, juste, je suis plus régulée au niveau de mon anxiété, et souvent, c'est de là que ça part, la dérégulation. Pas que, évidemment, mais voilà. La distanciation plus rapidement acquise, c'est un saut quantique. Vu qu'il faut parler avec des termes qui parlent à tout le monde, c'est ce qu'on pourrait appeler un saut quantique. Enfin, j'aime pas ça, mais c'est le vrai signal qu'on a bougé, qu'on a intégré des choses. C'est la réduction du temps. C'est ça en fait le gap. Là où tu pouvais rester anxieux ou anxieuse pendant 3 semaines, là tu restes 3 heures. Le temps qu'on gagne, le discernement, la digestion émotionnelle, game changer. Avec ça, il y a une meilleure identification de mes émotions. Alors ça aussi, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast si certains veulent me faire un retour. Mais il y a quelque chose, petite parenthèse que j'ai constaté, c'est que l'immense majorité des gens, et absolument, j'ai pas envie de dire incapable, mais c'est très difficile d'identifier une émotion, déjà de savoir quand on est dans une émotion, de savoir l'identifier, et après, de savoir la nommer.
Parce que y a toute une palette entre la rage, la tristesse, la colère, la joie, la gêne, l'obsession, l'anxiété, le stress, l'inquiétude, la préoccupation. Ouais, c'est un langage émotionnel particulier. Bon, ça, c'est un peu mon art. Je crois, au fur et à mesure, il faut bien s'auto-propagander et s'auto-saucer. Non, ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup bossé et qui m'intéresse beaucoup. Mais je me rends compte que maintenant, je sens aussi les émotions des autres à travers moi. Donc, des fois, quand je pose un mood, ah oui, effectivement, c'est ça. Oui, t'es pas en colère, t'es juste en inquiétude, en incertitude. C'est pas pareil du tout. Donc ça, il y a aussi la capacité à nommer ses émotions. Nommer quelque chose permet la diminution de son impact sur nous. Donc si on n'a pas conscience qu'on est dans une émotion, qu'on est en train de partir en anxiété et qu'on se fait complètement dépasser par l'émotion, ben, c'est pas le même état que, ok, voilà, je suis en incertitude, bon, c'est inconfortable, mais ça va passer. Pouh, rien à voir, ok. Meilleure conscience et identification de mes états internes. J'arrive beaucoup mieux aussi à dire, en plus je suis émotionnelle en design humain, là je suis en état de faire les choses, là non. Ça paraît stupide et anodin. Je vous passe les commentaires que j'ai en privé sur mon compte Instagram. Hein. Peu importe l'âge. De savoir identifier quand on est disponible ou pas, qu'on a l'énergie ou pas, de dire oui ou non, de se positionner sans avoir peur des réactions des autres, je vous mets au défi, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, de tenir ce cadre-là, cette posture-là. Je dis pas que, encore une fois, moi j'ai tout fait, non, c'est pas vrai, hein. Mais voilà ce que ce travail m'a amené à faire et ce qui est beaucoup plus clair pour moi avec au bout de X années, design humain, voilà. Ça aide aussi beaucoup. Et quand on est émotionnel, en design humain, pour moi, je trouve que c'est complètement de notre responsabilité d'avoir cette clarté-là. Sinon, on est chaotique pour tout le monde. Voilà. Et une meilleure composition avec ça, forcément. Si je suis plus à même de sentir et de savoir que je suis disponible, que je peux faire les choses ou pas, je peux mieux me positionner du coup. Toute ma vie semble d'un coup beaucoup plus simple et beaucoup moins chaotique. Fun fact, ok ? Ensuite, dans les autres constatations, moins de réactions. Au lieu de partir au quart de tour sur un truc qui m'énerve, qui me trigue là, hein, qui me donne envie de taper des gens, bon ça va, qu'est-ce qui se passe ? Je constate et j'observe, beaucoup plus. Encore une fois, il y a des choses qui me font démarrer. Hein ? Mais juste, en fait, encore une fois, le quantum leap là-dedans, c'est de sentir quand on démarre. Tu vois, de sentir que tu as envie de démarrer quelqu'un, de lui répondre du tac au tac. Une fois que tu l'as dit, bon, on se rend compte que c'est un peu tard. Pendant que tu y es, tu sens que, bon, tu n'aurais peut-être pas dû y aller. Et en fait, la clé, encore une fois, c'est de sentir quand tu commences à vouloir démarrer quelqu'un, une personne, enfin, bref, ou aller dans ce genre de situation-là. C'est ça, en fait. De sentir quand ça te démarre, toi, avant de démarrer. Souvent, c'est l'autre, hein, parce qu'il faut bien taper sur quelqu'un, c'est l'autre. Ça, c'est être déjà plus conscient de ses réactions. Pour moi, ce travail, il m'a beaucoup apporté ça. Beaucoup de, ok, je vois le démarrage en moi. Avant de partir, déjà, je le vois. Qu'est-ce qui se passe ? Je constate déjà en moi. J'observe en moi. Et après, je vois, en laissant digérer et poser les choses, si c'est utile de démarrer l'autre ou pas. Si on y va vraiment, ou si, est-ce que c'est si important que ça ? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont cachées derrière ? Après, tout le monde n'est pas poisson, ascendant scorpion avec lune en poisson. Hein, ok ? Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut agir pour tout le monde, mais c'est comme ça que moi aujourd'hui ça me convient bien. Voilà, vous êtes bélier, ascendant lion, lune en sagittaire ou en bélier, ça va pas être la même chose. Hein, on est d'accord. Mais voilà ce que ça peut apporter dans le fond et qui peut malgré tout aider à soutenir d'autres structures. Ok ? Donc plus d'observation, de constatation sur moi, sur mon entourage aussi. Au lieu de dire ouais, il ou elle a dit ça pour me faire chier. Bon, ça va, pourquoi il ou elle a dit ça ? Est-ce qu'en vrai ça me fait chier ou est-ce que ça fait chier mon ego ? Et est-ce qu'aujourd'hui je décide de laisser parler mon ego et ma zone défensive plutôt que, bon, lui donner de l'importance ? Faut savoir que j'ai quand même choisi la paix. Hein. Je suis manifesteur. Même si c'est pas forcément évident, j'axe sur ma paix. Ma recherche, c'est la paix. Forcément, il y a beaucoup de décisions qui vont en découler. Si je recherche le chaos, beaucoup de décisions vont en découler. Autre sujet, autre podcast. En autre constatation, plus d'intuition et de finesse d'analyse des autres. Alors, il faut savoir que j'ai un
un terrain très analyste, très psychologue. Je n'ai pas de formation, mais ça a dû être hérité d'une autre vie, tout ça. Je suis un 3, je suis poisson. Hein. J'ai un gros terrain qui aime l'analyse, la compréhension des gens. Voilà, ça c'est ma passion, j'aime ça, parce que je suis fascinée par les interactions. On ne peut pas demander, pareil, ça n'est pas ce qui est demandé à tout le monde, mais ça peut aider, encore une fois, à soutenir certaines structures. Alors, plus d'intuition et de finesse d'analyse des autres. Là, on parle de deux choses différentes. L'intuition, c'est vraiment inhérent à la personne. La finesse d'analyse, c'est plus la finesse de compréhension, plus body language, le choix des mots. Le choix des mots. Moi, depuis que je suis formée au detailing, j'entends à travers les mots des gens beaucoup plus de choses que ce qu'ils veulent dire. Bref, ça, c'est la porte 22 en soleil conscient. Merci, ça aide. Donc, il y a aussi, pour moi, beaucoup de ressentis au niveau des patterns. Qu'est-ce qui se joue ? Je ressens beaucoup plus les dynamiques des gens parce que j'ai aussi passé énormément de dynamiques en moi. Je suis un 3, j'ai 8 lignes 3, j'ai passé beaucoup de dynamiques. Voilà. Pas encore fini, mais j'en ai eu beaucoup. Du coup, forcément, quand on est passé dans l'expérience, on sait ce dont on parle et on sait un peu comment ça se passe, même si on n'a pas toutes les réponses. Mais ça, je les ressens mieux parce que je lis mieux, je ressens mieux et du coup, je vois mieux les patterns et j'entends mieux ce que les gens disent aussi. Du coup, tout ça combiné, avec toutes les formations que j'ai eues, que j'ai fait, ça me permet de ressentir plus, et aussi dans mon corps, de ressentir dans mon corps ce qui se passe pour pouvoir le verbaliser aux gens. Et c'est en général quand on le verbalise que ça fait des épiphanies chez l'autre. L'intuition est plus juste aussi. Parce que souvent on se dit, oui, mais est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est de l'anxiété ? Ça aussi, voilà. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que j'ai lu ces derniers mois, c'est que l'intuition, elle est claire, elle amène une information. L'anxiété, elle te tend tout le corps. Elle te stresse. Elle amène... L'intuition calme, la projection, pas la scène, on va dire, la projection amène de l'anxiété. Donc forcément, après, c'est ça. Donc, c'est différent de dire, je sens que j'ai une pote qui va pas bien là. Je sens que peut-être elle est malade ou... Il y a quelque chose qui va pas dans ce qu'elle dit ou quoi. Versus, elle me répond pas depuis 3 heures, ça veut dire que ça, qu'elle veut plus me parler, que j'ai dit quelque chose qui allait pas bien, que j'aurais pas dû faire ci, que j'aurais dû me comporter comme ça, nanana. Et après, on s'épuise pendant 5 ou 6 heures à réfléchir à ça. Projection, anxiété. Intuition, on sent que peut-être c'est cassé la figure, peut-être que voilà, elle est un peu sonnée, KO, et au final, voilà, l'intuition nous confirme des fois que c'est exactement ce qui s'est passé. L'intuition, elle amène une information, elle n'est pas censée, a priori, je ne suis pas une experte en intuition, on va se détendre aussi, elle n'est pas censée nous faire particulièrement monter en anxiété. Après, moi, j'ai eu des intuitions qui se sont avérées juste derrière, qui m'ont vraiment mise très inconfortable, mais au moment de l'intuition, j'étais pas forcément en anxiété, j'étais plus en « Ah, fais chier, merde », tu vois. C'était plus ça. Après, ça s'est confirmé, et là, après, je suis partie en anxiété, roue libre, voilà. Mais c'est pas exactement la même chose quand on les ressent. Donc, par rapport aux autres choses aussi, le ressenti des gens à distance. Bon, alors ça, déjà, je le savais, je ressens presque mieux les gens à distance que quand ils sont en présence. Ça, c'est avéré. Mais je vois de plus en plus tous les fonctionnements, toutes les dynamiques. Je les ressens, en fait, chez les personnes à distance. Ça, je l'avais déjà un petit peu avant. J'y faisais pas confiance. Maintenant, dès que j'en parle, ah oui, c'est ça, c'est extrêmement juste, ça me parle beaucoup. Ok. Bon, disons qu'il y a tout ce côté intuition qui s'est développé, mais sans aucune réflexion, sans aucun travail derrière. Ça, c'était quand même cool. Plus dans le présent et moins dans les projections, aussi dans les autres constatations. Ça aussi. Alors moi qui avais tendance, aussi par rapport à mon terrain anxieux, projeté à 3, 6 mois, 1 an, 5 ans, bref. Pour ceux qui auraient pu connaître l'époque quitter la rat race en 2016, right ? Je crois que c'est ça, 2016-2015. On te dit, ouais, projeter, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, non, tu te projettes, et puis t'attends 2 millions. On l'a tous fait, là, ces conneries-là. Bon, pas que ça soit des conneries, parce qu'il y en a qui ont besoin de vision et de projection pour atteindre un but. Je pense un petit peu plus les sacros que les non-sacros. Moi, je l'ai fait, mais elles se sont toutes éclatées au sol. Toutes, sans aucune exception. Toutes. Donc après, au niveau self-esteem, au niveau confiance en soi, au niveau confiance dans tes actions, tu repars de bien loin. Donc ça a été une très grosse souffrance aussi, d'être trop dans les projections, forcément pas assez dans le présent. Ça a été l'archétype de celle qui était trop dans les projections, de qu'est-ce que je ferais quand je serai rentière, quand j'aurai tant d'appartements, quand j'aurai tant de millions sur mon compte. Ouais, on y est toutes passées là.
je pense tous et toutes. Et aujourd'hui, vu que beaucoup de choses se sont effondrées, que beaucoup, voire 99% de mes projections n'existent plus, je suis dans le présent et je me prends un peu moins la tête. Après, ça c'est un truc très non sacral. Hein. Je repars sur le design humain, c'est un truc du non sacral d'être un petit peu plus orienté dans l'être que dans le faire. Donc ça parlera peut-être pas autant à tout le monde. Le sacral, on sait que le faire c'est quand même important. Malgré tout, pour chaque être humain c'est important, mais le non sacral, son grand enseignement c'est d'apprendre plus à être. Je dirais le sacral c'est à faire de manière beaucoup plus alignée pour vous. Okay, mais le non sacral, le gros challenge, c'est d'être dans l'être parce qu'on va amplifier le faire du sacral. Voilà. En autre constatation, beaucoup plus de calme. Mais, alors déjà, je suis pas une grosse excitée de la vie. Hein. Je suis manifesteur, j'ai pas beaucoup d'énergie dispo. Je suis pas une très grosse excitée. Ouais, j'ai faire des rêves parties jusqu'à 6h du mat, à part pour la danse, oui j'ai fait, encore comme maintenant je suis plus les fins de soirée. Mais beaucoup plus de calme. De retour au simple. C'est aussi quelque chose que j'avais demandé à manifester en tant que manifesteur. Non pas de l'ennui, mais de la simplicité. Mais j'adore la complexité aussi. Je sais que plus tard, je vais repartir dans des trucs un peu complexes, mais il faudra que ça soit cadré, carré et simple. Okay, ça m'arrive aussi de ne pas penser, de ne pas avoir de pensée intrusive. Et ça, quand on est face à des personnes qui sont bourrées de pensées et qui n'arrête pas, comme moi j'ai été aussi pendant très longtemps, ça fait très bizarre. On sent que des fois je me fais regarder un peu comme un extraterrestre parce que l'autre sent que je pense à rien et en mode elle est teubée ou elle est juste paisible, tu vois, c'est la frontière, elle a l'air très fine pour certaines personnes. J'ai tête et agenda non définis, je précise aussi, hein, en design humain. Ça aide, voilà. J'ai pas mal de portes dans mon agenda, mais dans ma croix d'incarnation aussi. But ça aide aussi, hein, malgré tout. Et parce que mon corps est paisible, ma tête l'est aussi. Et inversement. Okay, l'absence de pensée, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Je pense que tous ceux et celles qui auront expérimenté ça pendant quelques minutes, parce que ça reste jamais très longtemps, voilà, ça fait vraiment du bien. Être à l'aise dans le calme et dans le silence. Bon, ça, je suis encore plus à l'aise. Ça, c'est ma porte 22 aussi. Elle est assez sensible au bruit. Donc, il y a quand même ce côté-là. J'étais déjà bien, mais là, c'est encore plus. Mais surtout, ce que je constate aussi, c'est que indirectement, c'est ce que je ressens, mais peut-être que je me trompe chez mes plus proches, c'est quand ils rentrent dans mon espace de calme et de paix, au lieu de se dire « Oh, elle a une vie ennuyante », bon, en vrai, je m'ennuie un peu des fois dans ma vie, mais voilà, il y a un peu ce truc qui dit « Ah ouais, c'est possible en fait ». Oui, parce que ce que peu osent vraiment dire, mais ce qui est sous-jacent à beaucoup de personnes, c'est qu'en ce moment, il y a un gros besoin de ralentissement. Autre sujet, autre podcast. Mais quand on voit une personne qui finalement est dans ce ralentissement et dans ce calme et dans cette paix, ça rassure, c'est comme si c'était, à portée de main. Là où, dans un monde qui nous impose et qui nous dit « tu ne seras jamais calme, tu ne seras jamais paisible et tu n'auras jamais une vie moins remplie que ce que tu as », ça peut donner ce côté « ah ouais, c'est accessible ». Encore une fois, je dis pas que j'ai la vie parfaite, hein, c'est pas ça du tout. Mais chez les personnes qui recherchent un ralentissement, ça peut donner ce truc de « ah ouais, si elle peut le faire, moi aussi ». Et finalement, c'est pas si ennuyeux que ça. C'est plutôt apaisant. Et c'est un peu ce qu'on recherche en fait. Donc je sens qu'il y a un peu cette diffusion de cet espace calme et paisible autour de moi, un peu dans l'impact du manifesteur, mais pas dans l'impact, ça aussi, tu vois, dans le design humain, on peut se dire « ouais, manifesteur, il impacte comme un bulldozer ». Il peut juste aussi impacter dans sa paix, et dans son calme, et dans... le mot, c'est quoi? C'est dans l'exigence qu'il a envers lui à conserver ce calme. Faut bien que j'ai un peu de contrôle sur quelque chose, hein. Voilà, parce que j'ai 21-45, au bout d'un moment, je suis manifesteur, j'ai besoin d'avoir du contrôle. Mais pas sur des choses qui sont hors de ma portée, mais à ma portée. Donc, ma paix, mon calme, ma sérénité, mes relations. Ou du moins, comment je nourris mes relations. Pardon, ça n'est pas pareil du tout. Comment je les nourris et le cadre que, personnellement, je donne dans mes relations. Après, les personnes en font ce qu'elles veulent. Autre aspect concret, là, j'espère que ça va pas faire des épiphanies chez les gens en mode « ah oui, il faut que je fasse pour ça ». Un appétit divisé par 2. Voilà.
Eh bien juste parce que quand on se régule émotionnellement, parce que l'IFS, parce que ce que j'ai fait c'est de l'IFS, si je n'avais pas précisé d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé donc maintenant tu le sais. Oh j'ai spoilé pendant 20 minutes, ah c'était long. Ben on fait un travail de libération émotionnelle, du temps que tu fais du travail de libération émotionnelle, tu compenses beaucoup moins par la bouffe. Parce que la bouffe c'est un moyen de te remplir. Voilà. Donc à ma grande surprise, à partir de septembre, j'ai vraiment eu mon appétit divisé par deux, donc j'ai un peu séché, pas volontairement, ça m'a fait grave du bien. Et maintenant, c'est régulé à un vrai bon repas par jour et après un grignotage et souvent rien le matin. Donc il y a du jeûne intermittent qui s'est mis aussi concrètement. Pas du tout forcé et pas du tout voulu, absolument pas. Et beaucoup moins d'appétit. Ça c'était cool, sans être en carence. Je suis quasiment sûre que j'ai aucune carence, peut-être en vitamine D encore que. J'ai aussi plus d'envie de salé, beaucoup moins de sucré. Ça aussi, chez les spécialistes de l'alimentation, ça peut vouloir dire quelque chose. Beaucoup moins de malbouffe aussi. Je trouve beaucoup moins de saveur ou de c'est bon à de la malbouffe. On le savait, mais voilà. Moins d'alimentation transformée. Et aussi, je sens beaucoup mieux quand je suis dans une alimentation de compensation. Quand j'ai des pics de stress ou quand je suis pas bien, ça arrive aussi, hein, et je me prends des trucs bien sales, bien dégueux, mais je dis c'est bon, là je reconnais mon état émotionnel, j'ai besoin de compenser, c'est momentané. La plupart du temps je finis même pas ce que je finissais avant. C'est juste voilà ce léger besoin compulsif mais qui est pas non plus maladif, c'est pas 4 tablettes de chocolat, c'est pas 3 McDo dans la journée, c'est vraiment genre un repas et ça me cale avant. Parce que les freins sont beaucoup plus en place avant. En autre constatation, sensations dans mon corps qui sont beaucoup plus douces. Alors, c'est pas forcément consécutif à ça, même si la première séance en IFS, ça a vraiment, j'ai vraiment senti beaucoup plus d'espace et beaucoup moins de contraction à l'intérieur, mais ça on rentre dans l'inner vision en design humain. Si c'est abstrait, c'est normal. Mais je fais de la fasciathérapie à côté aussi. Fasciathérapie, c'est on travaille sur les fascias. Tous ces éléments de notre corps, j'aurais peut-être pas les termes exacts s'il y a des puristes tout ce filet intérieur qui met en relation quasiment tous les muscles et tous nos organes de notre corps. Pour faire très très simple et très court, dès qu'il y a un endroit genre au pied qui est coincé, ça peut coincer au niveau des omoplates, etc. Ça peut toucher les fascias. C'est une science que je ne connais pas très bien, mais je fais de la fasciathérapie pour aussi aller dans la libération émotionnelle. Juste, c'était une parenthèse. Ensuite, en autre constatation, un lâcher-prise beaucoup plus profond. Déjà, parce que je me sens beaucoup plus dans le présent. De suite, quand tu es dans le présent, tu es beaucoup plus dans le lâcher-prise. Voilà, parce que tu es moins en anxiété par rapport à ce qui n'est pas encore arrivé ou par rapport à ce qui est déjà passé mais que tu ne peux pas changer. Et actuellement aussi, par rapport à toutes les projections qui se sont effondrées, je me sens pas mal dans un pivot, principalement par rapport à mon activité. C'est pour ça que peut-être je commence à avoir un ton un peu différent. Qu'est-ce que je vais vouloir après ? Parce que je croise les doigts, je sors de l'immobilier ASAP. Si je donne une date, à chaque fois je suis déçue, donc ASAP. Qu'est-ce que je veux faire après et surtout par rapport à tout ce que j'ai compris et appris par rapport à cette situation éclatée au sol et comment j'aimerais créer sans reproduire. C'est un petit peu ça, pour l'instant j'ai pas forcément toutes les réponses donc je laisse le temps d'arriver et je ne fais pas de brainstorming de 4 heures pour savoir ce que je veux faire. C'est complètement useless pour moi là en ce moment. Mais il y a des besoins différents assumés aussi, notamment par rapport à mes relations. Il y a aussi des choses qui ont émergé par rapport à ce que je veux. J'ai revu mon système de valeurs aussi par rapport à mes relations. Ça s'est manifesté très rapidement aussi. Je remercie la vie tous les jours d'être manifesteur, vraiment. Des envies qui se modulent et des sensations de non-urgence dans les décisions. J'ai beaucoup moins de décisions. Je décide ça pour que ça arrive très très vite. Pour être soulagée très rapidement. J'ai beaucoup moins ça. Ça arrive encore. Je dis pas que c'est arrêté. Mais j'en ai énormément moins et même je n'ai même plus, et c'est là où je pense que ça peut être intéressant dans la sensation, je n'ai même plus d'appétence à faire ça. Parce qu'il faut aussi savoir un truc, c'est que quand on est shooté à l'adrénaline, quand on est dans un système et un système nerveux scalé sur l'urgence, sur le rush, sur le fight and flight, etc., on est accro. Tout comme des gros toxicos aux hormones de stress, parce que c'est extrêmement addictif. Surtout quand on se dit, c'est la norme d'être comme ça. Voilà. C'est extrêmement addictif, et quand on commence à voir qu'on n'a plus ou beaucoup moins d'appétence pour aller dans ces directions-là, c'est là qu'on peut se dire, ah ouais, ça a changé. C'est-à-dire qu'on commence à
beaucoup moins rechercher les shoots d'adrénaline, etc., etc., à moins rechercher cette montée de brrr, ça me coupe les jambes là, tu vois. C'est encore beaucoup la norme chez énormément de gens. Mais quand ça commence à être moins automatique et moins être la recherche, là on peut commencer à se dire ça va. On commence à être un petit peu moins accro au chaos. Même si pour moi c'est beaucoup plus insidieux que ça, l'addiction au chaos. Mais bon. Donc il y a aussi toutes mes projections, mes visions qui sont éclatées, qui m'ont amené à relativiser aussi entre autres un peu la vie, de réfléchir un peu au sens de la vie, question existentielle forcément. Quel est le sens de ma vie si j'atteins pas ça? Waouh. Là, tu fais un petit peu plus face à ton identité. Je suis centre G, j'ai le canal 1-8, voilà. Ça pourra ne pas ressortir pareil pour tout le monde. Mais à l'issue, en conclusion, ce sera un petit peu ça aussi que je voulais amener. En autre constatation, une relation à moi qui est plus sécure, pour ceux qui s'intéressent au schéma d'attachement, vu que c'est hyper en vogue sur les réseaux sociaux en ce moment, voilà. Sinon c'est pas drôle, une relation beaucoup plus sécure à moi. Qu'est-ce qu'on appelle une relation beaucoup plus sécure? Une relation où je me sens moins en danger avec moi. Alors, parenthèse, pour ceux qui disent oui mais non, on est en sécurité dans notre corps, je ne vous raconte même pas le nombre de personnes que j'ai eues en Theta Healing qui venaient et qui avaient quasiment tous la sensation ou la croyance que le corps était en danger. Je n'ai quasiment eu que des gens qui venaient avec cette croyance de fond. C'était pas la première, mais ça ressortait très rapidement après. Mon corps est un danger. Voilà. Donc, je n'ai pas eu toute la population, je n'ai eu qu'un échantillon, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Si vous avez plexus solaire non défini, ça aide pas. Voilà. Chacun sa croix, vous inquiétez pas. Donc, quand on dit une relation plus sécure à soi, c'est se sentir en sécurité dans son corps, faire confiance à ses réactions. Parce que j'ai parlé des gens qui se sentaient en danger dans leur corps, mais ô combien qui avaient peur de leur propre réaction, qui étaient du coup très incapables, pas incapables, mais très en difficulté à se faire confiance en eux, au point pour beaucoup, de ne pas pouvoir prendre la voiture. Bref. Donc, confiance, relation sécure par rapport à mon corps, par rapport à mes réactions, par rapport à mes émotions, par rapport à mon positionnement, par rapport à qui je suis, par rapport à mon identité, par rapport à mon cadre, par rapport à mes valeurs. Ça semble aussi anodin, mais c'est un enculé de taf, tout ça. Donc forcément, si j'ai une relation plus sécure à moi, j'en ai plus, ou du moins j'ai une relation encore plus sécure avec les autres. Pas parfaite, pas acquise, loin de là, certainement pas, mais plus sécure. Moins en réaction, moins en anxiété. Ah, mais si telle personne elle me répond pas, c'est que ça y est, elle veut me rayer de sa vie, elle va me bloquer, elle va faire ça. Non, en fait, la personne, elle a peut-être juste besoin d'air, elle a peut-être juste besoin de respirer, envie de se changer les idées, besoin de pas parler, enfin... Beaucoup moins de suppositions sur les réactions qui m'activaient énormément chez les gens qu'avant. Je voulais aussi parler très rapidement, parce que c'est pas le sujet, j'ai pas envie que ça soit non plus trop étalé, mais effectivement, en ce moment, je vis une relation aussi qui me challenge beaucoup par rapport à ça, parce qu'on a des rythmes très différents, où moi, j'étais très dans l'urgence, ça se régule, je dis pas que c'est fini, ça se régule, et lui qui supporte pas la pression. Donc forcément, les deux ensemble, ça crée du conflit. Ça va pas trop. Mais en parallèle de ce suivi que j'ai fait, ça m'a énormément appris, parce que j'ai aussi beaucoup voulu apprendre et ne plus agir comme avant. C'était principalement ça. J'avais plus envie de me mettre pourri à ce point, de plus envie de me prendre autant la tête, plus autant envie de projeter sur l'autre, plus autant envie de lui balancer mes angoisses qui n'en a rien à faire. Il n'est pas là pour ça, personne n'est là pour ça, mais voilà. C'est une relation aussi qui m'a beaucoup appris dans l'établissement du cadre et du système de valeurs à beaucoup moins me dissoudre dans l'autre. Me dissoudre dans l'autre. Je bégaye tellement. Parce que ça, je sais que dans mes relations plus perso, notamment de couple, je peux avoir beaucoup tendance à me dissoudre. Voilà, poisson, ascendant scorpion, lune en poisson, c'est compliqué. C'est vraiment un fucking challenge. Voilà. De pas se dissoudre dans l'autre, et vu que
Je peux avoir un lien extrêmement connecté, je ressens beaucoup les émotions, je ressens beaucoup les dynamiques, de pas me fondre dedans. Voilà, ça c'était quand même un fucking challenge. Et ça m'apprend beaucoup, pour ceux qui s'intéressent tous les systèmes d'attachement, d'être beaucoup plus dans une relation, dans un positionnement sécure. De garder mon cadre, de garder mon axe, de garder mon identité. Vraiment. De laisser l'autre avoir son espace, son identité, sans enfermer, sans être en mode flicage, sans... les trucs que j'entends des fois dans les relations, c'est... des gens qui fliquent, des gens qui prennent les téléphones, des gens qui traquent, des gens qui appellent sans arrêt. Sous couvert que ça, c'est de l'amour ? Non. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois. Absolument pas. Et j'ai plus envie d'avoir... j'ai jamais trop eu besoin de ça, mais j'ai pas envie de tendre vers ça pour être rassurée. J'ai envie de me rassurer moi, et advienne que pourra, et puis l'autre, il a son champ d'action aussi. Hein. Là, au niveau du lâcher-prise et du contrôle, on est bien. Mais oui, un des plus gros trucs, c'est de me rassurer moi, et de pas céder à tout mon système d'attachement anxieux, parce que sinon c'est pas drôle, je suis du côté plutôt anxieux, pour me réguler ou pour rentrer dans ce connu. Parce que mon système nerveux, forcément, il est habitué à ce connu-là, c'est sa manière de faire depuis très longtemps, et je choisis encore et toujours de pivoter. De pivoter et de plus donner cette bouffe-là à mon système nerveux et de recalibrer quelque chose. Encore une fois, le système nerveux préférera toujours le chaos connu que l'inconnu qui peut être plus paisible. Voilà, ça c'est une abominable vérité, mais voilà. Donc ça, juste dans cette relation à moi, déjà, qui du coup déteint sur mes relations aux autres, c'est énorme. Et en dernier, ce que je voulais aborder, je l'ai un peu évoqué, c'est vraiment l'identité qui se révèle davantage. Je dis pas que tout est complètement acquis parce que je me sens encore dans une phase de digestion et de stabilisation de tout ça. Mais quand on sort de l'urgence, quand on travaille pas mal sur ses croyances, quand on se déconditionne sous l'angle du design humain, qu'on apprend son propre langage, qu'on apprend son propre fonctionnement et qu'on l'intègre, qu'on l'incarne, et ces deux derniers points sont fondamentalement les plus fondamentaux, parce que ceux qui ont fait 8 formations là, et qui galèrent toujours à incarner, il faudrait peut-être commencer à faire autrement, si vous voulez autre chose, évidemment. C'est notre identité qui se révèle sans plus forcer. Mais il y a des parts qui recommencent à sortir, qui recommencent à prendre de la place, qui recommencent à se révéler, et on se retrouve enfin nous. C'est ça aussi qui peut freiner dans certains suivis ou thérapies, c'est que on oublie assez souvent qui on est. C'est pour ça que j'ai parlé de démasquer en début de podcast. C'est qu'on a beaucoup de masques sur nous. Bon, ça on le sait, hein, j'enfonce une porte ouverte encore une fois. On le sait, mais ce qui nous fait peut-être des fois rester dans certains positionnements, c'est qu'on ne sait juste pas qui on est derrière le masque. On n'a peut-être pas envie de le voir ou on a trop peur d'assumer certaines choses ou de révéler qui on est, par peur de déplaire, par peur de ne pas être validé, etc. etc. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Ou qu'on fait encore moins confiance à la version qu'on ne connaît pas que à la version des fois un peu éclatée qu'on connaît. Abominable vérité, ça aussi. Donc, pour résumer, parce que ça commence à faire BZF, le travail sur cette notion d'urgence, donc, moi j'ai fait un IFS, Internal Familial System, si je me trompe pas, j'espère que c'est bien ça les termes, parce que à chaque fois je dis IFS, mais voilà. Et en Theta Healing, j'ai aussi œuvré en Theta Healing, pas énormément, mais quand même un peu durant cette période, pour aller travailler sur les mots-codes principaux. Ça change clairement toute une bonne partie de la manière dont on se perçoit et donc comment on perçoit le monde. Parce que si, encore une fois, si on est nous dans un état d'urgence et d'hyperactivation tout le temps, on va voir le monde comme ça et on va reproduire. Hein, c'est de l'hologramme, c'est du micro-macro, enfin voilà. Quand on commence à être plus sécure avec soi, je dis pas que le monde y va mieux, il pourrait si tout le monde le faisait, ou si beaucoup plus de personnes le faisaient, sans parler de nos dirigeants de pays, mais bon, c'est un autre sujet. On teinte en fait la vision qu'on a du monde par rapport à comment on se sent.
Et ça, c'est une question de décision, de choix. Autre sujet, autre podcast aussi. Qu'est-ce que choisir et décider amène comme changement dans nos vies? Donc, ça change donc la donne sur la manière dont on perçoit le monde, nous, le monde, les autres, nos émotions, nos réactions. Comment on prend les réactions de l'autre aussi. Parce que quand on commence à voir ses propres réactions, on est plus à même de voir les réactions de l'autre. Parce que ça aussi, moi ça m'aberre un peu quand j'entends ça, mais j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce podcast qui écoutera et qui se trouvera dans ces situations. Mais de faire un travail sur soi, de comprendre son fonctionnement, ses réactions et tout machin, et d'être complètement intolérant au fonctionnement, aux réactions et aux patterns des autres, ça me semble complètement aberrant. Si tu apprends à mieux te connaître, factuellement, tu vas mieux comprendre et connaître l'autre. Bon, ça, c'est Poisson, ascendant Scorpion, lui non Poisson qui dit ça. C'est peut-être plus facile pour moi et je suis là pour ça aussi. Mais ce que vous apprenez sur vous, ça vous sert dans votre vie, dans votre macro, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est des skills, voilà. Innés ou acquis, on n'a peut-être pas forcément envie de les acquérir non plus. Selon ce qu'on est venu ficher sur cette planète, ok? Donc, quand on laisse la place à, entre guillemets, tout ce qui est sous l'urgence, forcément ça va se révéler plus, et des fois on peut être assez surpris. Moi je pensais pas en arriver là où j'en suis. Il y a 6 mois quand j'ai commencé, je voulais être un peu plus détente par rapport à ma situation immobilière. Ça a tout changé, même dans mes relations, de fou furieux. Donc, c'était pour vous apporter un peu ce retour d'expérience. Ça m'est venu comme ça, j'ai eu l'élan de le faire. Il n'y avait pas vraiment de stratégie derrière ou quoi que ce soit, mais ça me semblait important de diffuser ça. On réapprend aussi, pour moi, le temps de vivre et pas juste d'être en vie. De relativiser un petit peu nos actions, nos quotidiens, nos manières de vivre, nos manières de faire, nos manières de penser quand on est plus en sécurité, plus sécure envers soi, envers les autres, envers le monde. Donc ça peut amener aussi des changements de perspective, de vie, des angles de vue différents. Ça peut amener à revenir à un rythme qui respecte tout notre système de fonctionnement, je préciserai plutôt, ainsi que notre système nerveux. Du temps qu'on est plus dans le respect de notre système personnel et de notre système nerveux, forcément, ça peut que aller mieux. Quand on apprend à poser ses limites, quand on apprend à délimiter un cadre, quand on apprend à clarifier notre système de valeurs, à les transpirer tellement que les verbaliser devient une option. De suite, ça va un peu mieux. Et de suite, on se ment moins, on est moins masqué même envers nous. Ça fait du bien. Du moins, si on est en recherche d'authenticité, de cohérence et d'intégrité, ça ne peut que aider. Si c'est pas notre désir, bon, je pense que les personnes auront arrêté beaucoup plus tôt d'écouter ce podcast, à mon avis. Donc, voilà, c'était le retour d'expérience de ligne 3 qui est posé ici et maintenant. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir d'avoir vos retours, vos avis, tout ça. Ciao, ciao.